Vous savez qu'aux Antilles, on a une concentration de collègues à nous, là, entre le CIRAD, l'INRA et autres. Et je suis allé les voir en 2008. Je leur ai dit, alors, chlordécone, hein, chlordécone. Et il m'a dit quoi, le chlordécone? J'ai dit, qu'est-ce que vous en faites? Il m'a dit, on suit sa progression dans le milieu. Donc, on saura bientôt si on meurt tous. Et où il faut, ou peut-être on ne mourra pas. Il faut choisir les endroits. Non, mais je croyais que j'en croyais pas mes yeux. Je ne dirais pas qui c'est, je suis un professionnel, mais c'est quand même un peu choquant, non? Alors j'ai un peu chambré le type et je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as pas arrêté, le chlordécone? À 1 heure de vol d'ici, il y a le Brésil, avec des couvertures végétales. Si tu avais mis du chlordécone là, il ne serait pas sorti les parcelles de bananes. Il n'y a plus de ruissellement, il n'y a plus rien. Il tombe 300 mm en 1 heure, il n'y a pas de ruissellement. Donc on l'aurait contenu sous la banane là. Et comme ces couvertures végétales amènent un pouvoir de phytorémédiation très fort, eh bien, on aurait peut-être pu commencer avec des trichodermas qui se multiplient tout seuls dedans, des mycorhizes, tout ça se mycorhize, il y a des trichodermas, des bacillus subtilis, tous ces produits de l'écologie microbienne qui se viennent avec ces couverts végétaux et ces mélanges de plantes à forte biodiversité fonctionnelle, eh bien, on aurait dégradé tout ça, en plus. Alors, vous avez entendu, au mois de mars, ils étaient dans les langoustes, on ne peut plus les manger. Ah oui, oui, la pêche était interdite en février, moi j'ai vu ça, hein. J'étais au Brésil, mais j'ai vu, parce que j'y vais voir de temps en temps. Alors on ne peut pas la manger parce qu'elle est pleine de chlordécone et autres. Il y a des algues aussi qui viennent, maintenant, comme en Bretagne. La première année de plantation de bananes, 600 unités d'azote. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, ça commence à compter un peu quand même. Mettez-le en urée, c'est 1 tonne 3 ou je sais pas combien. Alors regardez ce qu'on est en train de leur faire, c'est ça. Regardez ça, il peut y avoir des pans, on s'en fout. C'est joli, c'est quand même. Regardez ça, maintenant, on a une machine. Derrière, c'est quoi qui a marqué là? J'y vais. Voilà, regardez ce qu'on a mis sous les couverts, sous les bananes, c'est pas beau ça? Et c'est des légumineuses qui à l'ombre fixent de l'azote. Voilà, pour diminuer tous ces pores. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de machine, on n'a pas besoin de passer un gyrobroyeur, ni d'herbicide. L'herbicide, c'est la plante qui est là, c'est la légumineuse qui est là. Bon, enfin, je vous montre ça parce que ça a quand même de la gueule. Bon, voilà, alors la France, j'y vais, je cours vers la France. Allez, dépêchons-nous. Alors, je voulais vous montrer ça parce que, ici, là, il y a l'arbre dedans. Ça vous intéresse pas peut-être, l'arbre? Parce que j'avais cru entendre qu'il y avait des gens qui étaient préoccupés par les arbres. Eh bien, ici, on fait les 3 activités. Alors, je ne peux pas revenir en arrière, putain. Qui c'est qui m'aide, là? Voilà. L'autre, juste en... Voilà, merci. Impec. Alors, vous voyez comment ça s'appelle, ça? On intègre 3. Alors ici, sur cette photo-là, ils sont ensemble. C'est juste cliché, je passe tout de suite en France. Là, vous avez du blé. Dans le blé, il y a un pâturage qui va durer 5, 6 ans, 8 ans, pérenne. Grosse production. Et il a de l'azote dedans, quand il est bien géré, il y a de l'azote dans les feuilles et tout ça. Et on a planté des eucalyptus. Ici, ça pourrait être autre chose. On peut trouver, ça c'est pas trop compliqué. Il faut voir si on veut faire de la qualité de bois d'œuvre ou si on veut faire du recyclage de BRF ou des contreplaqués ou autre, mais on va trouver du matériel. Moi, si vous n'en trouvez pas, vous m'appelez, je vous dirai quoi. Mais regardez, là, on a... Donc, n'oubliez pas que dans le blé, il y a un pâturage qui est dessous, là. Et puis après, ça passe à ça. Le micro. Excusez-moi. Mais moi, je suis... 3 trucs en même temps, alors là... Et vous voyez ce que ça donne quelques 4, 5, 6 ans après, quoi. C'est ça. Et on met une charge... Alors, on s'est aperçu que les bœufs qui sont là-dessus, ils prenaient plus de viande que ceux qui sont dans les pâturages à côté parce qu'ils sont à l'ombre. Le taux de transpiration de ces animaux-là est beaucoup plus faible, puisqu'ils sont dans un climat beaucoup plus sympa, beaucoup plus régulé. Alors bon, c'est un exemple aussi. Voilà, les voilà, vous voyez, ils se portent plutôt bien quand même. Et donc là, il y a l'activité bois et l'activité élevage. Et après, tous les 5 ans, on fait tourner. Une fois qu'ils vont avoir fait les coupes, on peut reprendre ça. Donc c'est pour vous dire qu'on s'en préoccupe aussi et qu'on a des systèmes qui sont quand même super sympas, quoi. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, bon, on s'en fout. Ah, ça y est, on est en France. Bon, alors voilà, là, on va venir à des choses qui vous intéressent directement. Vous avez dormi pour la première partie, mais maintenant, réveillez-vous, hein. Ça y est. Alors ça, c'est dans la vallée du Cher, ça, vous voyez. À droite, il y a, chez Jean-Claude Quillet, là, c'est le semis de blé, en semi-direct, et à gauche, c'est du conventionnel. Alors, si vous avez un tracteur, je vous conseille d'essayer de rentrer dans la parcelle de gauche, là. Hein? Et puis vous revenez chercher votre tracteur au mois de juillet de l'année prochaine. Hein? Et regardez la couleur du blé aussi. Alors j'avais d'autres photos, je ne les ai pas mises. C'est que j'avais été chercher les eaux dans les canaux il y a des canaux de drainage. Et j'ai pris les eaux sur la droite étaient complètement transparentes
Et sur le côté gauche, là, elles étaient matière en suspension, elles étaient complètement turbides, elles étaient chargées de colloïdes. Voilà. Alors, voilà, là on est en train de récolter du maïs et de semer en même temps. Bon, vous voyez, j'ai des amarantes comme ça c'est des plantes extraordinaires. Bon, enfin, on y reviendra après. Alors ça se passe en Camargue, chez ce monsieur et chez Sandrine Gallon. Là, il y a 5 plantes dans le mélange. 5 plantes, c'est pour le couvert qui passe qui fait automne et jusqu'au printemps de l'année d'après. Voilà, vous voyez que ça se passe quand même bien sur les gestes. Il y a 5-6 plantes, on peut en mettre 10. J'ai eu des parcelles à 15 plantes. C'est mieux d'ailleurs que quand il y a... Plus il y en a, plus c'est bien, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais on pourrait le faire, parce qu'au niveau scientifique, c'est très facile à faire, à aborder. C'est comme les soustractifs NPK d'engrais. On met tous les éléments, après on en enlève un par un, après on en enlève 2, 3, ça fera des grosses manips. Mais je veux dire, on peut très bien savoir que quand on rajoute une plante, la production bouge, ou il y a une fonction de contrôle des mauvaises herbes qui est apparue, ben on sait que c'est dû à cette plante-là. Ça nous permettrait d'affiner tout ça. Mais ça, je l'ai dit il y a 15 ans, mais tout le monde s'en fout. Donc je le redis encore une fois, comme ça on ne sait jamais. Alors, vous voyez des petites choses comme ça. Glyphosate, on fait un petit raccord avec le glyphosate, là. Le glyphosate, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un chapitre sur le glyphosate, on va y aller. Où je mets danger glyphosate. Il y a des gens qui utilisent 12-15 litres de glyphosate aujourd'hui. Oh, mais on est dans la folie pure, quoi. Alors, on peut, mais qu'on devienne intégriste en disant il n'en faut pas du tout, jamais. Moi, je suis une des personnes avec Serge, là, j'ai jamais rencontré de chercheur qui s'occupait de ça. Ah oui, oui, parce qu'on peut dire, ah oui, Lucien, il nous a présenté un truc, mais est-ce que c'est... Mais qui c'est qui se lève le cul, là, excusez-moi, qui a l'idée, qui se lève le cul, qui le met au point et qui trouve des solutions. Eh bien, avec Serge, là, Serge Bouzinac, on montait ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On disait, si on n'avait pas le glyphosate, il faut l'enlever parce qu'on voyait les 3 litres, 6 litres, 9 litres, 12 litres. Non, mais ça va où, là? Et puis après, carence en manganèse, vous allez voir toutes les conséquences. C'est toute la microflore qui s'occupe de réduire les oligos qui doivent être réduits pour être absorbés sous forme réduite. Eh bien, il n'y en a plus. Toute cette microflore est morte. Le fer, c'est pareil. Donc, on peut avoir des chloroses, même sur des sols acides. C'est super, non? Mais des trucs de malade. Alors, mais Monsanto n'est pas con parce qu'il le savait, quand même, puisque maintenant, il vend les oligo-éléments en même temps. Mettez-en beaucoup, et comme ça, vous avez besoin de beaucoup de l'autre. Hein? Bon, alors, vous voyez des trucs comme ça. Ça, c'est dans l'ouest de la France, dans la Mayenne, ou je sais plus, je crois que c'est Benoît Saget, j'ai pas retrouvé son truc. Un truc comme ça. L'autre solution pour ne pas toucher au glyphosate, c'est de faire des couverts avec des plantes annuelles. Dès lors que vous aurez, pas oublié, dès le départ de votre semi-direct, d'enlever les pérennes et les vivaces. Vous les enlevez, vous les tuez. Alors, il y a des choses un peu plus délicates, c'est quand il y a des régrats dedans, parce qu'ils reviennent avec les graines un peu plus tard et tout ça. Alors, il faut faire des séquentiels, là, il faut les agiter un peu, les faire repousser 2-3 fois. Moi, je ne ferai pas ça. Hein. Moi, je m'en servirai pour faire des soja à 5 tonnes. Et je ferai que du soja ou des légumineuses dessus, et je le garderai comme couverture vivante, plus fourrage, que je vends ou que je fais pâturer, parce que là, au moins, je me sers d'une peste qui devient une peste végétale comme un allié prodigieux pour faire du semi-direct. Au lieu de vouloir l'éliminer, c'est de vivre avec lui et que lui, il te porte tout ce qu'il est capable de te porter. Et le raiegras est une graminée qui peut supporter des légumineuses pendant 10 ans, 20 ans, au plus haut niveau. On ne peut pas produire plus de soja, de haricots, de pois chiches, toutes les légumineuses là, on ne peut pas en produire plus que sur des grosses graminées. Mais encore que moi, je trouve qu'il est un peu faible, lui, le raiegras sur ses racines et autres. Mais ça, si vous faites des mélanges de plantes annuelles, toutes les plantes annuelles, je vous rappelle ça parce qu'il y a des cours partout en physiologie, en trucs, les gens ont tout oublié. Je le déplore. Pourquoi? Parce qu'on ne revisite pas les choses ou parce qu'on les a oubliées puis qu'on n'y a pas pensé aussi. C'est pas des, je critique pas, je constate. C'est que les plantes annuelles, quand elles mettent les organes reproducteurs, même des graminées annuelles, de l'avoine, elle sort ses épis, vous laissez sortir les épis, vous la roulez. Pas besoin de glyphosate. Mettre du glyphosate, c'est parce que vous voulez en mettre. Mais elle ne va pas repartir. Hein. Il y a une inhibition des bourgeons du plateau de talage. Elle ne repart pas. Mais il faut qu'elle soit bien sortie, vous la roulez, c'est fini. Donc, il n'y a pas de glyphosate là. Donc, les bio là. Avoine. Seigle. Les gros seigles là. Alors là, super couverture, il n'y a pas une herbe. Pas une herbe. Jusqu'au mois d'août de l'année d'après. Ben voilà. Vous pouvez planter. Ceux qui font du maraîchage, ils plantent là-dedans. Mais des fois, on a besoin d'azote aussi. Mais si c'est pour des sojas et des autres, mais si on a besoin d'azote, on peut le mélanger. Avec de la vesse, par exemple, des vesses velues, ouais, qui vont vous donner de l'azote. Mais les deux vivent ensemble, et puis le seigle sera par-dessus quand vous allez rouler tout ça, c'est un truc fantastique. Je veux dire, mais il n'y a pas de glyphosate.
Les plantes annuelles, si vous avez des couverts de plantes annuelles, quand elles sortent... Ici, c'est en couleur. Vous avez vu, il y a du tournesol, il y a l'autre, là, comment elle s'appelle, la violette, là. La facélie. Voilà, la facélie, ouais. Que moi, je trouve pas génial, mais enfin bon. Vous l'aimez bien, gardez-la. Au moins, elle a des fleurs, elle attire les abeilles, et elle attire d'autres ennemis des prédateurs. Mais elle est un peu légère, quand même, entre nous. Moi, je m'amuse à les arracher comme ça, toc, 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 toc. Je trouve que c'est vraiment faiblard. Il y a des plantes bien plus costauds que ça, mais... Bon, dans le mélange qui est là, entre des vesses, entre des trucs, c'est quand même un couvert monstrueux. Eh ben, là, il n'y a pas de glyphosate. Voilà, une opération terminée. Pourquoi vous allez passer du glyphosate? C'est semé, c'est fini. C'est terminé, là. Donc, le glyphosate, on peut le sauter à condition qu'on n'ait plus de vivaces dans les parcelles, donc il aura fallu les éliminer. Ou alors, si c'est des vivaces qui sont trop embêtantes et qu'elles sont, vous savez qu'il y a un potentiel semencier qui va revenir vous emmerder, eh bien, essayez de le sortir, ou alors multipliez-le et faites des légumineuses dessus, si c'est du raisin. Quelle autre plante nous emmerde dans les systèmes... Excusez-moi, des fois, je dis des grands mots. Quelle autre plante nous embête dans les systèmes de semis direct chez les graminées, à part le raisin? En fait, nous embête. Moi, non. Mais ça embête plein de gens. J'en connais quelques-uns qui font des conférences en disant attention, parce que quand il va revenir, là, après, on ne peut plus l'enlever. Il y a des gens, moi, j'en veux pas chez moi. Alors que c'est ridicule. Multipliez-le, donnez-lui un peu à bouffer, un peu d'azote pour qu'il soit bien musclé sur ses racines, sur la partie aérienne. Et là, on fait du soja à 5 tonnes, entre 4 et 5 tonnes. Il est parfait, le soja, c'est vraiment très beau. C'est du carbone, il adore le carbone, le soja. Il a besoin de ça, lui. C'est ça qu'il aime. Mais toutes les légumineuses, de manière générale, des févroles, pareil, vous allez faire des févroles monstrueuses. Voilà, et vous le gardez comme couverture vivante. Qu'est-ce qu'il fait le raisin? Comme le chien-dent, il domine toutes les mauvaises herbes, donc c'est un herbicide. Maintenant, quand vous allez le gérer dans votre soja, il ne faut pas planter à 45 cm. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y avait des mauvaises herbes qui poussaient avec la lumière. Hein, germaient avec la lumière. 85%, c'est pas une, quelques espèces. C'est 85% des semences d'adventices qui poussent avec le phytochrome. C'est une protéine qui est activée avec la lumière. Et hop, les mauvaises herbes naissent. Donc 85%. Eh bien, que ce soit le raisin, que ce soit le chien-dent, toutes ces plantes, moi j'en ai dizaines en milieu tropical, elles contrôlent complètement. C'est l'herbicide. Il n'y a que cette plante à gérer. Il ne reste plus que le raisin ou le chien-dent. Et maintenant, le jeu, c'est je ne le tue pas. Parce que si je le tue, je perds ma couverture, elle est plus pérenne. Les mauvaises herbes vont pousser. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'utilise des petites doses. Je vais essayer de le calmer avec des petites doses d'herbicide. Donc, obligation de baisser les doses d'herbicide, sinon vous allez le tuer. Ok? Mais en plus, vous avez autre chose avant de mettre des doses d'herbicide pour le calmer, c'est de planter votre peuplement végétal autrement. On plantait à 50, on plante à 17. Très proche le soja. Ça ne veut pas dire qu'on augmente la quantité hectare, mais on la répartit de manière telle qu'il fasse un ombrage très vite sur la culture. D'accord? Et il faut un peu d'azote sur les sojas, si on parle des sojas au départ, parce que avant que la machine à fixation symbiotique fonctionne, il y a 30 ou 40, 35 jours où elle ne marche pas. Si vous avez un déficit d'azote dans votre sol, votre soja il est un peu jaunasse, il n'est pas beau, et il ne fera pas cette fonction de couvrir très vite le sol. Ça veut dire que votre raisin, s'il est dedans, il va commencer à lui faire de la compétition. Et là, au lieu d'utiliser 1 litre de fusilade, par exemple, de graminicide sélectif du soja, vous utilisez ça en 0,2, 0,3. Là, vous le calmez. Pendant ce temps-là, le soja va le mettre à l'ombre. Une fois qu'il est à l'ombre, le raisin, il est là-bas. Le chien-dent est pareil. Il est là-bas, il ne bouge plus. Pas de compétition pour la nourriture, ni pour l'eau. Il est là-bas à l'état de vie ralenti. Il n'est pas mort, mais il attend. Quand la lumière va pénétrer, il revient. Il recolonise tout. Et vous avez toujours une mauvaise herbe. C'est lui, il domine toutes les autres. Vous avez un couvert végétal, il n'y a plus de mauvaises herbes dedans. Donc c'est quand même... J'ai monté ça en 1990, ça vous rassure un peu? On est 24 ans derrière. Alors j'ai recommencé à les monter en France, vous allez les voir tout à l'heure en photo là. Alors ça, c'est des trucs qu'on a fait dans le Berry. Là, avec des petits trèfles. Alors, j'en profite aussi pour les bio, mais pour les autres aussi. Quand on monte des systèmes où on met des couvertures vivantes, une légumineuse par exemple, parce que la légumineuse, je vous ai dit, elle vous permet de planter ce que vous voulez dans les graminées. Ça veut dire, moi, je voudrais répéter de la monoculture de blé, je peux le faire. Sur mon tapis de légumineuses vivantes, type luzerne, type autre, qui sont pérennes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui commandent agronomiquement le système. On n'est pas en monoculture de blé. Je vous dis, on est dans un système de légumineuses, de luzerne permanente, sur laquelle vous plantez des graminées. Mais qui pilote agronomiquement le système? C'est la légumineuse. Donc vous pouvez, l'année d'après, remettre du blé, si c'est le blé qui paye le plus. Vous voulez mettre du maïs? Ça fera un espace un peu plus long entre le blé et le maïs, pour que la luzerne se retape bien si vous l'avez un petit peu chatouillé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme herbicide? Vous voulez que je vous dise? Dans le système blé-luzerne, je vais vous le dire.
Il y a 0,6 litres de glyphosate au mois d'octobre, pas toujours obligatoire, octobre, quand vous allez semer, 0,6. Glypho, 0,6. Mais on peut s'en passer, si elle est bien dense, cette luzerne, on n'en a pas besoin. Parce qu'elle aussi est un herbicide. Là où elle est, elle a passé l'été, elle a mangé tout le monde, elle pousse, les autres ne poussent pas, elle a dominé tout le monde, on a besoin d'elle. Dans la culture, si le printemps est vraiment chaud d'un seul coup qui démarre, alors là, elle peut pousser très vite la luzerne et elle peut faire une compétition 4 grammes d'alliés. 4 grammes d'alliés. Le sulfonylurée que vous connaissez, c'est... Et puis c'est fini. Voilà tous les herbicides du blé. Et là, on a 85 quintaux de blé. Voilà. Avec 80 unités d'azote. Et les voisins sont à 320 d'azote, ils sont à 65 quintaux. Ça vous va? Et ils labourent les sols. Et vous allez voir, on va regarder ça en détail tout à l'heure, ces systèmes-là. Non mais, voilà ce que je suis en train de vous dire. Alors là, c'était du trèfle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous jouez avec le trèfle, en disant, bah, tiens, je vais mettre... Parce que ce qui est intéressant dans le semi-direct, c'est que quand vous avez compris les principes, et que les gens les ont compris, qui c'est qui sont les inventeurs des technologies? Mais c'est vous. C'est vous et moi, parce que moi, je suis un paysan aussi. C'est parce qu'une fois que les gens auront bien compris, vous allez voir le nombre de scénarios qui vont se multiplier avec succès. Et on n'y a pas pensé. Le mec a pensé à un truc génial. Là, il vient de faire un truc, mais c'est génial. Quoi? Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il a compris les principes et qu'il les applique. Et que lui, il avait des idées, puis il voulait peut-être des fois aussi se distinguer. Il vaut mieux être célèbre pendant 1 heure que d'être à l'ombre pendant 40 ans, non? Donc, écoutez, on peut comprendre tout ça. Mais vous allez voir, quand les gens ont bien compris ça, comment on avance aussi bien dans l'agriculture bio que dans les autres. On avance à toute vitesse. Et on va voir, ça va progresser de manière colossale. Mais le trèfle, il vit dans l'espace racinaire du blé. Écoutez bien, il vit dans son espace racinaire, ça veut dire qu'il fait de la compétition. Le moindre truc qui ne va pas marcher, ou bien un temps trop sec, ou un temps trop humide, ou autre, et que le blé manque un peu d'oxygène, eh bien, il va vous faire de la compète. Donc, il faut, quand vous montez un système sur couverture vivante, de graminées ou de légumineuses, il faut que ces plantes ne vivent pas dans le même espace pour les ressources, qu'elles soient nutritionnelles ou qu'elles soient hydriques. La luzerne vit très en dessous du blé, elle s'en fout. Et je vais vous le montrer avec des profils culturaux. Donc méfiez-vous de ça. Le type dit, ah ouais, ben, il a fait avec la luzerne, je vais le faire avec du blé. Il peut le faire. Mais attention, c'est pas comme ça qu'on monte le système. Il faut avoir compris le principe. Le principe, c'est de monter 2 plantes qui ne vivent pas dans le même espace et qui ne se font pas de compétition. Elles ne se font pas de compétition. Et si elles s'en font, à la limite, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu d'alliés ou de carfentrazone qui s'appelle Aurora ou je ne sais pas trop quoi, à des microdoses, c'est le 5e de la dose pleine pour tuer des plantes. C'est ça qu'on utilise. Donc on est obligé d'arriver au parfum, ce que j'appelle moi des parfums d'herbicides, même si c'est une antinomie. Mais c'est pour dire que par rapport aux doses pleines qu'on a appliquées, là on est vraiment dans un impact environnemental minimum. Il n'y a pratiquement rien. Et c'est pratiquement les seuls intrants que j'utilise moi. Et un peu d'azote, mais 80 unités d'azote. Et maintenant je vais le mettre sous forme organique d'ailleurs, je ne vais même plus le mettre sous forme minérale. Alors voilà le trèfle. Alors, la luzerne, si vous voulez en faire, on l'installe dans le colza, c'est très bien. Alors j'ai vu des colzas avec maintenant des lentilles, des... je sais pas trop quoi. Bon. Et sachez que pour installer une luzerne très bien, dans le colza, c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est très bien, ils poussent très bien ensemble, c'est super. Alors au bout, voilà, ça donne ça. Alors là, il y avait du colza en pur, et là, même rendement, 4 tonnes. Chez Hubert, cette année-là. Et c'était marrant parce que les gens s'arrêtaient tous au bord de la route, parce que cet été-là, on n'a pas pu installer aucun couvert, il n'y a pas eu une goutte d'eau. Et lui, il avait une luzerne haute comme ça. Il disait, mais qu'est-ce qu'il a planté? Il n'a pas d'irrigation, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On a associé du colza avec de la luzerne a poussé en été, tu fais une coupe là-dessus, tu te vends 5 tonnes à 150 € la tonne, ça fait 750 €. Nos charges à nous sont de 260 sur le blé. Il nous en reste encore 500 là. Ah oui. Vous entendez l'agriculteur de... Là, je suis pas en train, j'ai pas de subvention, j'en parle pas des subventions. Je suis en train de gagner beaucoup d'argent sans subvention. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on a fait, vous l'avez vu, ceux qui étaient à Toulouse ont vu ça, là, à Innovagri, il y a 2 ans. C'était chez Hubert Charpentier, une année catastrophique au point de vue climat. Alors, regardez, là, côte à côte, vous aviez le labour, ça c'est le labour avec le labour, enfin, c'est du chisel avec... Après, pulvériseur pour finir le lit de semences. On n'arrivait pas à rentrer, il n'arrivait pas à rentrer, quoi. C'était compliqué, et il faut le faire en même temps, sinon on ne peut pas comparer les choses. Donc il s'est mis en retard, il baignait dans l'eau, enfin c'était une horreur. Mais sur toutes les cultures, le pois, c'était pareil. À côté, tout ce qui est beau, là, c'est le semi-direct, bien sûr. Il a 14 ans déjà de semi-direct. Voilà. Et alors le voisin, voilà, lui, son voisin, là. Sympa, le mec. Il est très sympa, en plus.
Et là, il a perdu 40 000 euros à peu près. C'est planté en colza. Hein. Alors moi, j'avais envie qu'il aille voir. Moi, je suis peintre un peu aussi, je fais de la peinture. Quand j'étais jeune, je gagnais ma vie en copiant des peintures de maîtres, là. Et j'ai repensé à notre ami Monet. Et j'avais envie quand même, j'ai dit, au moins que je suis allé le voir, j'ai dit, tu envoies ça à Monet. Mais on m'a dit qu'il était mort. Mais sinon, il aurait pu faire une toile quand même assez superbe. Hein. Non mais c'est grave. Ce que vous voyez de marron, vous savez ce que c'est là? Vous qui plantez du blé. C'est du brome. Le noir que vous voyez là. Pareil, infesté de brome. Voilà. Alors regardez bien les chiffres là. Conventionnel. Donc les grandes bandes que vous avez vues qui font des hectares là, au milieu là, qu'on a gardées depuis le début, hein, on les maintient toujours en travail du sol, alors qu'on voudrait les foutre à la poubelle parce qu'on fait que perdre du pognon dessus. Eh bien 78 quintaux, 180 unités d'azote. Avec la luzerne, 100 unités d'azote, un peu moins. Il était plutôt à 85 que 100, mais on a arrondi là. Et on a fait 84 quintaux de blé. Donc là, il y a déjà 100 unités d'azote en moins. OK? Voilà. Avec 60 unités, par exemple, sur la luzerne, on fait déjà 65 quintaux. Alors les 60 unités d'azote minéral pour faire 65 quintaux de blé, avec la luzerne, on pourrait très bien les mettre sous une forme d'azote à libération lente, par exemple, pour ne pas le paumer, ou bien des granulés riches en azote, maintenant, des composts qui ont été granulés, riches en azote, et on les met au semis, et qui vont nous libérer de l'azote lentement, c'est-à-dire pas de risque de voir du lessivage, puisqu'il est organique et il va passer par tout le processus de transformation. Voilà. Mais, et alors là, on a fait un truc super. On a traité les semences fongicides, on a pris des graines des mecs, traitées, après 3 applications foliaires comme le voisin. Alors notre blé avait rien, hein. Il y a 200 hectares là. Il n'y avait rien du tout dessus, mais on l'a fait exprès, on a traité 3 fois pareil. Résultat, 84 78. Nous, on n'utilise plus de fongicides. Et là, il y a 5 variétés de blé. Ça, j'ai commencé à faire ça aux agriculteurs français en 98. On en a mélangé 2, 3, 5. Il faut faire attention au produit final. C'est à quoi il est destiné, il faut une valeur ajoutée. Donc attention à ce que vous mélangez. Pas plus d'une semaine de différentiel de maturité aussi, parce que s'il pleut, attention. Mais voilà, on a des produits extraordinaires. Et là, les maladies, nous, les fongicides, 1/4 de dose des fois. Et les puristes diront, mais 1/4 de dose, ça marche pas. Mais si, ça marche. Et ça marche très bien. Alors regardez un petit peu quand on compare le conventionnel et l'autre, la taille des épis, la densité des épis, et puis entre les deux, bon, écoutez. Et alors il est apparu une petite chose, je vous le dis, c'est que là où on mettait les fortes doses d'azote, eh bien la luzerne disparaît. Ah oui, parce que la luzerne, elle fixe de l'azote par voie symbiotique, mais si tu lui en donnes plein, eh bien elle ne bosse plus. Et ben, à partir des doses 120, 150, 140 unités d'azote, elle a commencé à disparaître. Donc nous, on n'utilise que 80. Donc ça nous va très bien. Et on ne lui fait rien. Mais voilà un autre limitant naturel qui fait que vous ne pourrez pas mettre des doses d'azote trop élevées parce que vous allez tuer votre couverture vivante que vous voulez maintenir pendant plusieurs années. Et avec toutes ces fonctions, c'est-à-dire l'azote, ça veut dire se nourrir là-bas en bas, nous remonter des éléments en haut, un recyclage de nutriments qui ont été lessivés, les remonter, faire tout ça. Et surtout le contrôle herbicide, parce que la luzerne est un herbicide. Voilà, il n'y a pas d'herbes qui vivent avec elle. Quand elle est bien implantée, bien. Alors voilà, ben voilà, vous avez le calendrier là juste devant vous. Voilà. Avant blé. Alors après, c'est Hervalis qui travaille avec nous qui a fait ce truc. Alors c'est lui qui a mis le baratin là. Il y a des choses que je ne partage pas dans ce qu'il dit, mais enfin bon. Vous voyez les deux courbes là-bas, avec la courbe de réponse à l'azote, là, avec les doses d'azote croissantes d'azote, et puis les deux courbes, là sur la luzerne, et la courbe sur le chisel. Bon. C'est pas pareil, mais vous allez voir où c'est pas pareil, c'est ça. Regardez, vous savez qu'on a passé 30 ans de notre vie en France, avec un sacré boulot pour essayer de savoir comment on gagnait des protéines dans les blés à la fin. Et ce dernier rapport était très important, vous savez, le dernier rapport en général, c'est pour les taux de protéines du blé qu'on le met. Regardez, c'est très drôle quand même ici. Regardez sur la luzerne vivante, et à toutes les doses, ça c'est la courbe du chisel, et le taux de protéines dans le blé, et regardez là, avec la luzerne. Et quand on arrive ici, vous remarquerez que l'espace, à 120, 200, mais même à 150, déjà l'espace est plus grand qu'ici. Ça veut dire on se gagne 1,5 point de protéines sans rien faire là. Il n'y a pas d'azote final, d'engrais, je sais pas quoi. Et les deux courbes sont décalées depuis le 0. C'est quand même super. C'est-à-dire enrichir son blé en protéines sur une couverture vivante. Ça c'est quand même un plus colossal.
dans toutes les techniques qu'on a développées. On a développé quoi? Des fractionnements d'azote à apporter à tel moment, et puis surtout le dernier final, ne pas le rater parce qu'on n'aura pas les taux de protéines pour avoir un produit qui se vend très cher. Voilà, la luzerne, c'est un des systèmes qui répond très bien à ça. Alors bon, tout est un peu comme ça. Quand vous regardez un peu dans ces analyses qu'a fait Arbalis sur ce TC, regardez le carbone sous le semi-direct 3, et là, à peu près presque 3 et 2, il y a 50% de plus de carbone sous nos parcelles que sous le schizelle. Bon, mais 50%, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est pas, on n'est pas. J'ai fait la fixation, j'ai écrit un article qui s'appelle, je l'ai mis dans la révision finale, vous pourrez aller le chercher. Il s'appelle Capacité de fixation du carbone de quelques sols de France. Et là, on a géoréférencé les endroits, on a fait des répétitions, on a fait tout ce qu'il faut, et on fixe 1,6 tonnes dans un système où il n'y a pas d'entrée de carbone très élevée, comme dans un système comme le sien avec le colza, le blé et tout ça. Par contre, là où il y a de l'irrigation, il y a du blé, il y a du maïs et du blé l'année d'après, et découvert pendant l'hiver, on arrive à avoir 8 tonnes de carbone par hectare et par an. Et là, on fixe davantage on séquestre davantage de carbone. Mais enfin bon, tout ça c'est vieux. Vous aurez le temps de regarder ça. Ouais. Alors là, je vous ai mis un petit schéma dans le subtropical d'altitude pour vous dire ce qu'on fixe, ce qu'on séquestre, avec une rotation blé-soja. Alors, ils font 2 cultures par an. Hein. Attention, alors que nous, on n'en fait qu'une. Voilà. Et avec maïs à la fin, on était là à 1 tonne de carbone par hectare et par an. Mais nous, dans la zone où il fait le plus chaud, on est à 2, jusqu'à 2,5. Mais les biomasses, on monte à, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre racines plus partie aérienne, on est à 37 tonnes de biomasse par an. Donc ça veut dire c'est 17 tonnes de carbone que je réinjecte. Donc on fixe aussi, donc même là où il y a un réacteur qui fait de la minéralisation très active de matière organique et qui oxyde tout ça, c'est faux parce que là on est sous couverture végétale, donc on réduit complètement le coefficient de minéralisation et on réinjecte aussi bien dans le sol qu'au-dessus des quantités invraisemblables de carbone. Et pas que le carbone, il y a sa quantité et sa qualité. S'il y a de la biodiversité fonctionnelle, c'est qu'il y a d'autres plantes qu'une graminée. Il y a des fois 5, 6, vous avez vu tout à l'heure, 8, 10 plantes en mélange. Bon, c'est pas là qu'il faut que j'appuie. Voilà. Alors regardez bien ces 2 parcelles. Et c'est là où on arrive dans le charme de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, nous parlons et nous ne travaillons plus. On parle. Le boulot, c'est parler. Communiquer. Et on n'a jamais été aussi incommunicant qu'aujourd'hui. Vous appelez un mec son portable, il n'est pas là, oui, vous me laissez un message. On ne communique plus. On ne peut plus communiquer. Avant, on écrivait, au moins on savait ce qu'on écrivait, on faisait attention. Mais je veux dire, c'est un monde de fous. Et comme exemple, alors que la seule beauté de l'homme, c'est dans la biodiversité, c'est justement qu'ils sont tous différents, les êtres vivants, et, puis et que c'est ça qui fait la beauté de gens qui travaillent ensemble. Non, aujourd'hui, on les clone pour tout. Tout. On leur apprend tous à dire la même connerie. On leur apprend à écrire en papier. Ils écrivent tous le même papier. Il faut qu'ils écrivent comme ça parce que sinon, les anglo-saxons ne comprendraient pas. Imaginez. Moi, je suis emmerdé hein, si les Anglais ne comprennent pas. Parce qu'on en a à foutre. Je veux dire, on avait des belles publications. On les a toutes tuées pour publier maintenant en anglais. Alors qu'on aurait pu traduire les nôtres en anglais, par exemple. Ça coûtait moins cher. On avait une école d'agronomie de synthèse systémique avec un monsieur Hénin et autres. Je peux vous en citer un paquet. Des mecs géniaux qui ont fait les révolutions agricoles du monde. Qu'on nous enviait de tous les côtés. Eh ben, on l'a tué aussi, ça. Pour imiter les anglo-saxons. Alors là, on n'imite pas les anglo-saxons. Regardez, c'est beau, la diversité humaine. À gauche, Jean-Claude Quillet, il n'y a pas d'argile. 0 argile dedans. C'est des sables calcaires très fins, limon et sable fin. Épaisseur de 3 mètres. Regardez, son voisin, c'est son beau-frère. En plus, ils s'entendent bien. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Alors, bon, on pourrait dire, sans trop se risquer, que celui de gauche va produire peut-être plus que celui de droite, si ça se trouve. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est un bel exemple. Parce que quand on parle de sable, mes copains de l'IRD m'avaient envoyé un message que j'ai gardé. Moi, j'en savais rien. Puis pourquoi pas, je peux croire ce qu'ils disent. Mais moi, je fais. Je fais, je mesure. Et après, je dis, ben, tu avais raison. Mais je n'ai pas perdu mon temps parce que je suis convaincu. Mais si tu te plantes et si tu écoutes, on ne fait que parler. Je dis, on a fini, on ne bosse plus puisqu'on sait tout. Avant de le faire, on n'a pas besoin de bosser. Eh bien, dans un cas comme ça, regardez la chronoséquence. À gauche, labour 9 ans, puis 10 ans de TCS. Lui, là, c'est le beau-frère. Celui qui est à droite, là, oui, qui a du sorgho à 200 kg/h. Et lui, là, qui fait des rendements très élevés tout le temps. Regardez, TCS 2 ans, 17 ans de SCV avec couverture végétale permanente. Regardez les paramètres. La matière organique,
l'azote total, la biomasse microbienne, l'indice d'activité microbienne, le P. Regardez les nutriments contenus dans la biomasse microbienne, c'est ceux-là qui reviennent très très vite pour la nutrition des plantes. Ça, il y a un turnover extrêmement rapide. Regardez ça, 94, 203, 73, 157, 62, 133, et ça s'est passé sur 19 ans des deux côtés. Vous avez vu la matière organique quand même 1, 2 et 4, 5. Alors, le taux de carbone, j'ai, moi, les teneurs pour faire ce qui a été séquestré. Les gens de l'IRD m'avaient dit, comme il n'y a pas de colloïdes, tu ne peux pas fixer de carbone. Alors, le champ que vous avez vu où il y a les deux champs, le petit sorgho nul et l'autre super beau, là, moi, j'ai pris un balai, on a cueilli, j'ai tout nettoyé, et vous venez, vous arrivez, à gauche, le champ est gris. 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 Alors que c'est tout blanc, le sable calcaire. Et à droite, il est blanc. On dirait qu'on a passé ça à la peinture noire, pas trop fort, quoi, on a mis. Alors, vous prenez ces petits sables, là, il y a des limons, vous faites ça, et vous avez les mains toutes noires. Donc, le carbone, là, ah ben, même quand il n'y a pas de colloïdes, eh bien, la matière organique, ah ben, ça fait des acides humiques, des acides fulviques. Et ben, ça vient se déposer autour des grains granulométriques qui sont là, qui sont des limons, des sables. Mais bon, tout ça aussi, bon, si on se contente d'écouter, de dire « Ah bon, ça ne se fera pas, donc c'est pas la peine », non, on le fait. Et puis après, ben, après, on démonte la machine. On veut savoir pourquoi. On pensait que, ben voilà. Mais d'abord, une approche systémique globale pour démonter des... Moi, les gens viennent très souvent m'aider, je charrie là, mais c'est vrai. Ils viennent m'aider pour me dire que je viens d'inventer une Ferrari. Le moteur, le truc, tout. La rentrée dans l'air, le truc. Et ils viennent m'aider pour me nettoyer. Ils viennent m'aider, soi-disant, si je ne suis pas avec eux, j'y arriverai pas. Et ils viennent m'aider pour me nettoyer le rétroviseur à gauche avec un chiffon. Je leur dis, mais attendez, mais ça, je peux le faire, mais je m'en fous à la limite, si j'y vois à peu près. Non, mais n'importe quoi. Ou alors, ils me changent, ils ont une roue vachement plus performante, ils la mettent à l'arrière. Et puis là, j'ai une roue super performante et l'autre n'est pas pareil. Et puis on se casse la gueule dans le premier virage. Pourquoi? Parce que thématique, systémique. Donc le systémique est fondamental. Je vous ai dit, mes pères, je les respecte, ils me respectent aussi. Mais moi, c'est la mère que j'ai. C'est une mère, c'est la nature. Vous provoquez la nature, vous mettez avec des dispositifs expérimentaux rigoureux pour pouvoir interpréter rigoureusement ce que vous faites. Interrogez-la, elle vous répondra toujours. Et commencez à construire des ensembles complexes qui sont très différents au plan du fonctionnement agronomique, impact environnemental, performance économique. Faites-les, ils sont côte à côte sur la même unité de sol. Prenez les meilleurs sols de la région, les pires, entre les deux, on pourra peut-être interpoler. Faites fonctionner ça, pérennisez ça. Et là, les chercheurs vont venir travailler, ils vont démonter les machines, ils emporteront des sols dans leur labo pour aller au sein. Mais que les chercheurs pointus aujourd'hui, qui sont tous thématiciens, viennent nous monter des systèmes, ça n'arrivera jamais. Je vous le dis. Aujourd'hui, c'est foutu. Et malheureusement, on a perdu les hommes de synthèse. Eh ben aujourd'hui, je crois qu'on perd beaucoup de temps et énormément d'argent à cause de ça. Voilà les coups là, de mon ami charpentier. Voilà, lui, il est dans le jaune. Après, il a appelé ça du conventionnel à ce faible niveau d'intrants, TCS et compagnie là. Et puis à droite, eh ben, labour profond, labour avec tout le travail intensif du sol, plus toute la chimie. Vous voyez qu'on est à... Enfin bon, les chiffres se passent de commentaires. Alors chez Sandrine Galland, vous voyez que dans son blé dur, j'ai gardé cette photo pour vous. À gauche, il y a du trichoderma tout seul. J'ai quelques souches de trichoderma, mais vous savez, les souches importées, c'est pas très... Tout ça, c'est du mercantilisme de base. On vient vous vendre des souches qui viennent je sais plus où. Tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Des fois, ça peut marcher. Mais c'est pas ça qui marche. C'est de prendre vos souches de votre sol, comme fait le labo Agronutrition par exemple, de vos propres souches natives, de vous les booster 10 puissance 15, il vous les rend, et celles-là, elles étaient dans votre sol avec vos pesticides, si vous en aviez, toute cette pollution que vous pouvez avoir accumulée pendant des années, surtout quand on a mis des carbamades et des choses comme ça, ou des organochloriques qui durent 2 siècles, eh bien, ces souches-là, qui vous identifient, qui vous boostent, ben, vous les réinjectez après dans votre système. Alors là, on peut faire des trucs. Et alors, j'avais mis un peu de trichoderma tout seul, ben, regardez, il y avait quand même des maladies sur le blé. À droite, il n'y avait rien parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des synergies colossales entre ces outils de l'écologie microbienne et les bioproduits et la chimie. Alors que je pensais que, tout à fait au début, en 98, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit peut-être que là, on va tuer ce qu'on veut, on va tuer des souches, ça va être grave. Et bien, il y a des synergies presque tout le temps. C'est-à-dire, j'ai diminué toutes les doses de chimie par 2, j'ai mis des produits, des bioproduits avec, ben, ça produisait plus.
Beaucoup plus que la chimie intensive. C'est vraiment impressionnant, toutes les synergies. Alors comment ça marche tout ça? Moi, je serais quand même curieux que des gens se penchent sur dans l'intimité de ces mécanismes. Alors ça, c'est chez Sandrine Gallon aussi. Vous voyez les résultats en bas? On en est dans le conventionnel à 0,5 litres hectare de triazole Yeti, 8 tonnes 3, 0,25 litres hectare de Yeti et du trichogramme, on est pareil. Et puis le trichoderma tout seul, il est à 7 tonnes. Mais enfin, à 7 tonnes, quand ça a mal marché, dans du blé dur, hein, et qu'elle a 14,2% de protéines dessus, on peut quand même s'en sortir. Mais enfin, on peut être complètement clean, alors que dans le Yeti tout seul, on n'y est pas. Mais on va y arriver, ça, c'est pas un gros problème. Bon, ça, c'était des comparés. Alors ça c'est... Là, le Canada, perdu d'avance. Pourquoi? Parce que 5 mois pour cultiver. Alors, on m'a dit ton truc, des couvertures végétales, tu les mets où, là? Ah ben, j'en sais rien, moi. J'arrive. Et c'est super, le monde, quand même. C'est là où on voit que le monde est formidable, quand même. Je vois, dans la première réunion que j'ai faite à l'issue du premier diagnostic avec les Québécois, je vois une dame qui vient vers moi, très gentille, souriante et tout. Elle m'a dit, je m'appelle Odette Ménard. Et le monsieur des Vers de Terre la connaît sûrement. Monsieur Boucher, vous la connaissez bien. Elle est super gentille, cette dame. Elle vient, elle me dit, ah ben moi je m'appelle Odette Ménard, je m'occupe des Vers de Terre. Ben, je dis, c'est super, les Vers de Terre, très important, surtout dans ces sols-là, avec ce qu'on fait dessus, avec les couverts végétaux, on multiplie ça par 3, par 5, c'est formidable. Et je lui dis, mais alors, elle me dit, oui, je vous dis ça parce que je vais en France souvent, et ben, je vais appuyer, je vais aider les gens du SMI-Direct. J'ai dit, mais attendez, vous transférez des techniques de SMI-Direct d'ici vers la France? Elle m'a dit, elle n'a pas osé me dire oui, mais c'était un peu ça quand même. J'ai dit, mais vous n'avez pas de SMI-Direct chez vous, mais vous allez le... Alors là, elle est très drôle, elle a beaucoup ri, elle a dit, oui, c'est un peu vrai, quoi. Mais bon, moi, c'est les Vers de Terre. Je regarde ce qui se passe sur les Vers de Terre, c'est mon grand sujet. Mais c'était marrant, quoi. Et là, j'ai découvert des gens qui allaient en France donner des conseils à nos paysans français, là. Elle ne s'est pas vantée de ce genre de choses, mais il y avait des gens qui disaient on va aider les Français à monter le semi-direct. Et il n'y a pas de semi-direct au Canada. Il y a du zéro travail, c'est-à-dire on sème dans les résidus de récolte. Je fais du soja cette année, l'année prochaine, je fais du maïs. C'est dans les résidus de récolte de la culture précédente. On ne travaille pas les sols et on plante dans les résidus, s'il en reste encore, c'est ce qu'on fait. Mais là, il n'y a aucune plante de renfort. Tout ce que vous avez vu là, ces plantes qui sont ou associées aux cultures ou en interculture, ces monstres, ces mini-forêts colossales qui ont des impacts agronomiques monstrueux, bien plus forts que les cultures, sont rajoutés dans les systèmes de culture. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, des fois, je râle un peu, parce que je vois des papiers sur le semi-direct, machin, mais c'est pas du semi-direct. Si, c'est du zéro travail, voilà. Et souvent, le zéro travail est bien pire que de labourer.